Les grands hommes parlent des idées pour pouvoir faire avancer la nation, la société. Les petits esprits parlent des individus. Mesdames et messieurs, dans cette émission, il sera essentiellement question des idées pouvant amener à l'émergence du Congo comme tout le monde le souhaite, comme tout le monde le veut. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, je reçois un acteur politique, mais aussi quelqu'un qui réfléchit, qui propose aussi des idées pour pouvoir améliorer les conditions socio-économiques de son pays. Sur ce plateau, nous avons M. Barnabé Milingagno Wimana. Il est président du RLCC, Rassemblement des leaders pour le changement du Congo. Plaisir immense d'être avec une personne comme vous sur ce plateau. Comment allez-vous? Très bien, plaisir partagé. Je voudrais d'entrée des jeux présenter mes excuses parce qu'on s'est beaucoup raté. Tu m'as beaucoup convié. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu sur un plateau, c'était au mois de janvier. Mois de janvier, je crois le 13 ou le 14 janvier 2025. Depuis lors, tu m'as fait beaucoup de propositions. Mais mon agenda, parfois... Très chargé. Ouais, je m'en excuse vraiment. Non, pas de problème. On comprend que vous êtes très très sollicité. Surtout que les grands esprits, j'estime, ne sont pas faciles à trouver. Oui, les ambitions que nous avons, de plus en plus, on devient pratiquement prisonnier parce qu'on n'a plus le temps de lire. Il y a trop de coups de fil, beaucoup de réunions en ligne, donc il y a trop de mouvements. Vraiment, c'est pas facile. Quand on lisait les autres ou quand on regardait dans des documentaires, dans des films, je me rappelle toujours de ce qu'un jour Obama a écrit dans son livre. Obama a dit que parfois il critiquait les congressistes de voir qu'ils roulaient en jet privé. Il estimait qu'ils gaspillaient l'argent de la République, qu'il était important qu'ils prennent les vols ordinaires. Mais quand lui-même a été candidat, il a réalisé qu'il devrait, par exemple, il y a des jours où il devrait faire 7 meetings. Tu vois, les États-Unis, c'est un sous-continent. Par jour, en peu de temps, la campagne, c'est généralement 1 mois. Alors quand lui aussi prenait les jets, à un moment dans l'avion, il a présenté les excuses. Il a dit « Ah Seigneur, excusez-moi parce que j'avais critiqué les hommes politiques qui ont battu campagne et qui ont gagné. Donc c'est pas facile. Surtout qu'il ne reste pas beaucoup de temps, malheureusement. Vous savez, ça peut paraître beaucoup, peut-être pour ceux qui sont au pouvoir, ou bien ça peut paraître beaucoup pour ceux qui détestent le régime. Mais ceux qui sont dans la logique de l'alternance considèrent qu'il reste très très peu de temps. Non seulement pour parler des idées, essayer un peu d'affiter les stratégies, quoi, parce qu'il n'y a pas que les finances, il y a le matériel, il y a beaucoup de choses à préparer. Rassurez-vous, on va parler nation, on ne va pas s'atteler sur des individus, bien que les individus façonnent le monde. Parlons de vous, votre personne. Il y a un livre de Vital Kamerhe qui fait aujourd'hui l'actualité, intitulé « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila ?» Et dans celui-ci, il dit « C'est un homme de parole, un homme loyal, un homme qui respecte ses engagements. » Vous avez choisi également Joseph Kabila, d'abord son papa. Mais parlons d'abord de ce combat que vous avez entamé aux côtés des Kabila. Pourquoi vous les avez choisis? C'était une contrainte ou c'était une volonté personnelle? Bon, je crois qu'il faut être humble. Il faut dire seulement que c'est par concours de circonstances. Vous savez, quand ces affaires ont commencé dans la région des Grands Lacs, nous, à notre niveau, on n'avait aucune influence à faire. Il faut féliciter, par exemple, celui qui paye les billets d'avion de Mwanda vers Goma. Ceux qui quittent Kinshasa, par exemple, actuellement, pour rejoindre Goma, à ceux-là, on peut féliciter. Mais si tu es un enfant du coin et qu'un événement surgit et que tu es là, bon, écoute, tu prends ça comme ça, ça arrive parce que c'est un événement circonstanciel. Faire le choix, on ne peut pas dire ça comme ça. Mais ce qui est vrai, on n'a jamais eu d'autres propositions mieux que celle qui a été, comme l'alternance sous Mobutu, parce qu'il faut reconnaître que à la fin des règnes de Mobutu pour les jeunes étudiants,
L'avenir était vraiment très sombre. Hein. Vous savez, ces phénomènes ici que nous voyons, un licencié cambiste, un licencié motard, tout ça. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Et il n'y avait pas vraiment de perspective d'avenir. Ce qui fait que c'était difficile. Et lorsqu'une opportunité est arrivée d'alterner, tout discours qui arrive, tu sais, les gens ont tendance à dire on embrasse d'abord, puis on verra après. Pour le reste, on verra. Ben voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, vous êtes toujours du côté de Joseph Kabila, vous le soutenez toujours, hein, bien que, avec ses débellés judiciaires, vous êtes toujours en train de défendre un peu, on va le dire, ou toujours Joseph Kabila. Non, je crois qu'il s'agit d'école. Il s'agit d'école. Notre pays a connu, je crois, 4 ou 5 écoles. Il y a la première grande école, c'est le lumumbisme. Hein? Ceux qui ont approuvé ou embrassé l'idéologie de Lumumba. Nous voyons les Mende en réclamer, le Palou, Kabila père, je crois que même Kabila fils, et aussi, non, c'est surtout Kabila père qui s'est réclamé comme lumumbiste. Nous avons la Bako, hein, l'école de Kasavubu, qui est un fédéraliste. Lumumba, lui, il est... Voilà des personnes qui n'ont pas fait l'université, mais qui ont laissé les écoles. Non, bon, à l'époque... C'est pas paradoxal. Non, l'école, c'est un terme en sciences politiques, quoi, pour dire que vous avez embrassé l'idée de quelqu'un, hein, sa vision de voir les choses, et vous pérennisez ça. Et puis nous avons Mobutu était pratiquement... Le Mombiste aussi, mais lui, il a pu se renforcer l'unitarisme avec ce qu'on appelait la dictature. Bon, donc il s'agit d'écoles, il s'agit des écoles. Et moi, je suis plutôt des tendances fédéralistes. Je suis plutôt de tendance fédéraliste. Et parce que je crois que les petits pays fédéraux se développent mieux et rapidement. Tu vois, par exemple, la Suisse. La Suisse est pratiquement comme le Kasaï oriental. C'est pratiquement comme tu sais que la province la plus petite, c'est le Kasaï oriental. Et elle est moins vaste que Kinshasa. Donc la Suisse, ce n'est pas un pays vaste, mais c'est un pays fédéral. Fortement décentralisé en tout cas. Donc vous avez beaucoup de pays au monde sont fédéraux. Et moi j'ai toujours considéré que l'unitarisme a connu ses limites. Malheureusement, dans notre pays, si tu parles de la forte décentralisation ou du fédéralisme, directement on voit la balkanisation. Non, c'est conformément à l'article 3 de notre Constitution qui a établi les entités territoriales décentralisées et qui a soutenu que ces entités devraient être dirigées par les organes locaux. Et il faut qu'il y ait des assemblées locales pour diriger. Entre l'unitarisme et le fédéralisme, est-ce que ça vous convient? Non, nous ne sommes pas à cheval. Malheureusement, nous sommes dans pratiquement la déification. Nous avons supprimé les institutions. Et nous tous, nous sommes revenus au fait dans la méthode ancestrale où pratiquement il faut aduler une personne. Nous tendons vers la déification. Pardon? C'est pas ce que dit la Constitution. Non, c'est pas ce que dit la Constitution. Si tu lis les livres que le professeur Chadari vient de publier il n'y a pas 2 semaines, 3 semaines, il parle de la sclérose de la République démocratique du Congo et il démontre que nous avons une très bonne constitution qui a placé avec de très très bonnes institutions, mais malheureusement les animateurs, tous, s'orientent vers la flatterie, vers la déification du président de la République, et pourtant la Constitution ne lui accorde aucune responsabilité devant le peuple ni devant l'Assemblée nationale, bien qu'il soit élu au suffrage universel direct. D'ailleurs, dans les livres, Chadari déplore encore le fait que les institutions d'appui à la démocratie sont devenues pratiquement inexistantes. Et là, il parle de la Cour constitutionnelle qui répond aux ordres. Ça ne rassure plus la neutralité judiciaire. Vous avez ces sacs qui pratiquement jouent aux 2 poids 2 mesures.
vous avez des animateurs qui peuvent profaner des choses très terribles ici, hein, qui peuvent appeler au saccage des ambassades, qui peuvent déclarer la mort de certains animateurs. Ceux-là ne sont pas interpellés. Vous n'êtes pas aussi indemne, hein, parce que vous n'avez pas été aussi totalement modèle. Non, je n'ai pas de l'institution. Oui, justement. Ces institutions, vous les avez également pilotées. Non, non, en tant que famille politique. Tu te rends compte de celui qui fait cette critique et a été lui-même animateur. Bien sûr. Il a été lui-même rédacteur. C'est-à-dire cette autocritique. Sur le plan scientifique, c'est à apprécier et à féliciter. Lui-même constate qu'il y a eu dérapage des animateurs. Et il cite les institutions qui sont quasiment inexistantes, les institutions d'appui à la démocratie. On apprend que Barnabé Milingagnon sera ou serait annoncé candidat à la prochaine présidentielle. Est-ce vrai ou faux? Moi, ça fait 38 ans que je suis en politique. Je n'ai jamais brigué. J'ai eu à être directeur de campagne, diriger des campagnes, travailler dans des... Je sais comment on bat campagne, j'ai fait des études sur ça en Afrique du Sud. Mais moi-même, depuis que j'ai toujours été jeune, j'ai toujours ambitionné d'être candidat à la magistrature suprême. Et la dernière fois, quand j'étais en arrestation à la DEMIAP, j'ai eu l'ultime conviction que c'est le moment d'en parler et de passer à cet exercice-là. Mais qu'à cela ne tienne, hein, nous sommes encore très jeunes. Nous sommes encore très jeunes. Non, attention. En 2028, j'aurai 58 ans. Je suis pas trop jeune ni trop vieux que tu peux le croire. Tout comme en 2033, j'aurai 63 ans. En 2068, j'aurai 68 ans. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que j'ai tout le temps de concourir. Ouais, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui pensent qu'on y tient, on est même prêt à y céder la vie, d'autres sont même prêts à nous ôter la vie. Non, c'est un exercice démocratique. Même dans un pays démocratique, même dans un pays dictatorial, réputé dictatorial. Pour sa propre gloire, ou bien pour l'intérêt supérieur de la nation, comme on l'a entendu. Hein. Moi, je suis toujours du côté de l'intérêt général, l'intérêt commun. Qu'est-ce qui va le démontrer pendant que vous n'êtes pas encore dans les institutions? Non, attention, nous avons déjà eu l'opportunité de travailler pour l'intérêt général. C'est moi qui ai fait le Lumumba ici, enfin le Lumumba, Boulevard et consorts. Nous sommes toujours au service de la nation, sans faire beaucoup de bruit. Je te dis que ça fait 38 ans que je suis en politique. Mais qu'est-ce que vous comptez apporter qui n'a pas été apporté avant? Non, moi je crois que j'ai 3 molécules, parce que tous nous disons que la République démocratique du Congo est malade. Moi, je crois que j'ai 3 molécules. Je vais faire le mélange de la justice équitable, de la bonne gouvernance et la cohabitation entre le peuple. Je crois qu'avec, si on fait cette combinaison, c'est-à-dire si nous laissons les juges être réellement souverains, s'il n'y a pas d'interférence contre les actions du ministère public, et si nous respectons les normes et les règles de la gestion, le budget, la constitution, les différentes lois, si nous nous ouvrons au monde, parce que nous sommes un pays au centre, malheureusement nous sommes aussi un trou noir. Nous sommes dans plusieurs organisations sous-régionales. Nous sommes dans CAC, CPGL, EAC, SADC, beaucoup d'organisations, Union africaine, l'ONU, mais nous n'appliquons pas réellement les textes légaux ou exigés par ces organisations-là. Chez nous, il n'y a pas, par exemple, la libre circulation. De Lumumba à Tshisekedi, aujourd'hui, le bilan, il est sans appel. On va dire que voilà, le pays n'a pas régressé, les chiffres sont là, tout ça. En voyant comment le tableau se présente, comment les Congolais aspirent au développement, d'autres n'y croient même plus. Ce pays n'avancera pas, comme le disait André Kimbuta. Monsieur Barnabé Milingagnon, comment arriver à cette rupture? Bon, je crois qu'il faudrait que l'exemple des dirigeants doivent accepter de mourir pour ces pays. Mourir pour ces pays, ça veut dire que être en mesure de résister face aux intérêts, aux tentations des intérêts privés.
lorsque tu sais que tu peux gagner, bien sûr, mais au nom des valeurs, au nom de l'intérêt commun, que tu laisses passer cette corruption-là, que tu sois en mesure de défendre pour une fois, parce que c'est quand même, ça en est de trop. Tu sais que nous sommes parmi les rares pays au monde qui n'ont pas de routes, qui n'ont pas d'infrastructures routières. Nous sommes parmi les rares capitales du monde où on ne sait pas circuler. Nous sommes parmi les rares où on ferme à 16h30. Hein, on ne sent pas, l'État ne favorise pas vraiment l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'État qui doit investir. Non, non, l'État est là pour récolter les taxes. Mais l'État met un climat apaisé pour faciliter aux entrepreneurs d'investir. Mais nous sommes vraiment en difficulté et je crois qu'il faut une rupture. Il faut qu'il y ait des jeunes qui acceptent de mourir pour cette République. Vous êtes de la région du Kivu, du Nord Kivu, précisément. Les personnes... Je suis du Sud. Du Sud Kivu, excusez-moi. Mais j'ai vécu au Nord. Au Nord Kivu. J'ai fait mes premiers enfants au Nord. Au Nord Kivu, mais vous êtes du Sud Kivu. Oui. Vous êtes perçus comme étant des personnes qui ne sont pas vraies. À l'exemple, aujourd'hui, on est en train de parler d'une personne à la tête d'une institution ou d'une chambre législative, l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. On ne croit toujours pas à sa loyauté envers les institutions, envers ses partenaires de sa famille politique. On veut le faire tomber. Nous connaissons tous les raisons. À quoi est due toutes ces accusations dont on porte sur vous, les personnes du Kivu? Vous n'êtes pas vrai, vous êtes hypocrite, vous poignardez dans le dos, vous empoisonnez les gens. Qu'est-ce que là peut être, à quoi cela peut être dû? Je ne peux pas malheureusement te poser la question. J'aurais voulu connaître l'inverse. Parmi les peuples qui se sont retrouvés au Congo le 30 juin 1960, le contraire de ce que tu dis là, tu le retrouves ça dans quel peuple? Malheureusement, tu vas me dire qu'on ne pose pas la question aux journalistes. Non, nous sommes de la culture arabe. En République démocratique du Congo, il y a de grands peuples. Nous pouvons être considérés, on nous appelle des tribus ou des clans, des ceci. Ça c'est juste les Belges ont encouragé ça pour nous diviser. Mais la réalité, c'est que nous avons à l'ouest, nous avons des Portugais. C'est là qu'on appelle les Congo, machin. Ce sont des Portugais. Et nous avons les arabisés, les Zanzibarais, qu'on retrouve à l'est. Nous avons la majorité des Soudanais au nord. Et puis nous avons des Rhodésiens au sud. Vous verrez par exemple, tu es journaliste, quand tu vas faire la tournée en République démocratique du Congo, tu constateras par exemple que quand tu es dans la partie sud, est de la RDC, là où vivent les Rhodésiens, tu verras qu'ils sont ordonnés. Hein, au Katanga par exemple, dans toutes les villes du Katanga, on ne se précipite pas pour entrer dans le bus. Les gens s'alignent toujours. Tu verras par exemple que la manière dont on construit à Lubumbashi, on respecte la servitude, c'est comme ça qu'on appelle. Donc tu trouves la chaussée, on respecte par exemple 4 mètres ou 7. On érige les murs qui ne sont pas des murs élancés. C'est maintenant qu'on commence à trouver de clôtures élancées à Lubumbashi à cause de l'insécurité. Mais dans le temps, c'était des fleurs. C'était une très très belle ville. Et puis tu verras, dès là, on érige la maison à 15 mètres par exemple. Et ce sont des peuples qui aiment l'aération, les jardins, comme ça. Maintenant, si tu montes du côté arabisé, non, les arabisés, les Zanzibarais ou les Baswahili, comme on les appelle, ils respectent d'abord la parole. On n'est pas hypocrite, c'est faux. Un Mouswahili respecte la parole. Nous sommes de la culture de l'oral. Alors maintenant, notre problème, c'est que si nous sommes convenus que nous allons faire ça, lorsque toi, tu ne vas pas respecter tes engagements, et que si j'ai décidé d'agir en termes de conséquences, généralement on crie que nous sommes méchants, empoisonneurs, tout ce que tu as voulu dire. Mais en réalité, c'est le respect
de la parole qui nous fait ça. Et nous avons nos frères qui ne respectent pas la parole. Est-ce que Vital Kamerhe serait aussi victime de ce que vous décrivez là? Bon, quelque sorte, dans ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Hein. Je ne sais pas beaucoup. Hein. Les gens ne peuvent pas me croire. Moi, je n'ai pratiquement jamais rencontré Vital Kamerhe. Il est du Sud Kivu comme vous? Je l'ai vu une seule fois. C'était en 2014 au port de Youssi à Goma. Lui, il allait à Bukavu. Moi aussi, je me rendais à Bukavu, mais lui devrait faire, c'est tout. Et on avait pris une photo. J'ai même posté la photo là sur Facebook. On ne s'est jamais rencontrés. Donc, quand les gens me posent trop de questions sur Vital, je ne sais pas quoi vous voulez dire. Et puis, selon sa biographie, il est venu à Kinshasa très jeune. Je crois qu'il était en 5e des humanités. Kamerhe est plus connu comme un Kinois. Il a plus vécu à Kinshasa. Mais ce qui lui arrive, c'est de la bonne guerre, c'est la bonne politique. Généralement, comme je t'ai dit là, nous sommes des gens qui respectent les engagements. Aujourd'hui, on peut vouloir les crucifier, faire tout ce qu'on veut. Mais si vous rentrez dans les accords, les conventions, tout ça, tu verras que c'est lui la victime. C'est lui la victime. Bon, je crois qu'il doit comprendre. C'est pas la première fois qu'il est déchu au perchoir. C'est pas la première fois. Moi, dans cette affaire-là, je suis très gêné de constater que la main qu'on a utilisée pour le poignarder, c'est la main qui ne s'est pas sacrifiée pour que le chef de l'État arrive là où il est. C'est ça qui me gêne un peu. Si on pouvait utiliser quelqu'un de sérieux ou quelqu'un de véritable membre de l'UDPS, moi je trouverais ça très... Vous parlez de Crispin Bindoulé. Bon, je considère que... Un ancien de l'UNC qui a quitté le parti pour... Je crois qu'il n'a pas un bon CV. Il n'a pas un bon CV. Et je ne suis pas là pour revenir sur lui. Du Nord Kivu. Bon, vous savez, chez nous là, laissez-les faire ce qu'ils font, mais tout le monde le connaît. On connaît ses acquaintances avec les groupes armés, on connaît ses motivations, on connaît ses intérêts. Ce qui est déplorable, c'est qu'il reste 795 jours, pratiquement 794 jours, pour aller aux élections. Faire déchoir un bureau coûte cher, d'abord ici chez nous, parce qu'il faut monnayer les députés. Et en plus, il faut encore monnayer pour installer un nouveau bureau. On pouvait faire beaucoup de chantiers avec ça, parce que Kinshasa est totalement cassé. Et c'est la rentrée scolaire. Hein. Nous avons le PDLSA 45 territoires qui souffrent. Nous avons la justice qui est totalement abandonnée. Les magistrats souffrent beaucoup. Mais les militaires ont de sérieux problèmes. C'est-à-dire qu'on va installer ces bureaux qui va bientôt affronter soit les élections, soit les dialogues. Il faudra encore installer ceux qui soutiennent ce genre de procédures, de démarches. Je crois qu'ils fragilisent beaucoup les chefs de l'État. Comment ça fragilise? Je te dis les coûts que ça prend pour déchoir le bureau. L'argent circule. Pour installer un nouveau bureau, l'argent circule. Comment vous comprenez qu'on dise de Kamerhe qu'il est en train de contredire le chef de l'État? Kamerhe dit nous devons aller au dialogue entre États et puis dialogue en interne pour créer la cohésion nationale. Le chef de l'État dit nous irons au dialogue, le dialogue reste permanent, mais pas avec les personnes qui prennent qui ont pris les armes. D'où certains analystes ont décelé une contradiction au sein de la même famille présidentielle, ce qui serait parmi les raisons de faire partie Kamerhe. Non, je ne crois pas à ça. Vous savez, là où les hommes politiques se parlent, généralement c'est sans témoin. Là où le président de la République va décider de parler avec Kamerhe, je ne pense pas qu'il peut y avoir un témoin. Tu vois. Mais, vous savez, ici chez nous, les gens lisent toujours les lettres dans les enveloppes. On peut accuser aussi les chefs, on l'accuse aussi. On accuse aussi les chefs de l'État qu'il a les intentions de réviser la Constitution. On l'accuse. Non. Je crois il a dit qu'il souhaite... ça, c'était l'année passée. Je crois qu'il a abandonné. Il n'est pas encore revenu sur ça. De toute façon,
Je ne sais pas quand est-ce qu'il a dit ça. Peut-être tu peux avoir l'info. Mais moi, je considère qu'on prête au chef de l'État les intentions. Parce que le jour où il va le faire, il fera un discours officiel à la nation. C'est une obligation constitutionnelle. Il doit nous dire pourquoi il veut refuser la Constitution. Il doit nous dire, bon, moi j'estime que je dois refuser pour ça. Parce que pendant la campagne de 2018, il disait qu'il estimait qu'une élection présidentielle à un tour ne reflétait pas réellement l'intention des électeurs. Bon, peut-être il va revenir aux 2 tours. Il y a des éléments révisables, mais il y a l'article 220 qui est verrouillé. Bon, s'il décide de déverrouiller certains articles, il a l'obligation constitutionnelle d'expliquer. Ce n'est qu'à ce moment-là que les contradictions peuvent être autorisées. Mais lorsque c'est encore une discussion de salon, on ne peut pas déstabiliser l'institution à cause de ça. Donc on accuse toujours les gens racontent des histoires. Connaissant Vital, je crois que s'il y a une divergence, il ira voir le président. Hein. Tout ce dont on l'accuse, c'est justifié ou c'est juste un maquillage? Il y a d'autres raisons ailleurs. Bon, il a fait un discours hier, j'ai suivi ça ce matin, il présente les excuses pour les aléas. Hein, parce que lui, il n'a pas... je crois que les mêmes frais de fonctionnement qu'avait son prédécesseur. Et les us et coutumes du Parlement estiment que chaque bureau doit donner des véhicules, par exemple. Bon, lui, il n'a pas encore donné de véhicules. Et puis, on s'est plaint pour les soins médicaux. Dès lors que tu n'as pas assez de marge pour les frais de fonctionnement, parce que le président avait dit qu'il va réduire les trains de vie des institutions pour soutenir l'armée. Alors, lui, il est le président qui est l'autorité budgétaire. C'est à eux d'abord de serrer la ceinture. Bon, l'autorité budgétaire n'est pas le président du Parlement. C'est l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire. S'ils estiment qu'ils sont trop coincés et qu'ils pensent qu'il faut se rouvrir, bon... Vous parlez du budget, on a déposé, la Première ministre a déposé le budget 2026, estimé à 20 milliards de dollars, avec une augmentation de 16%, c'est déjà positif. Il y a un autre débat sur le budget, Mauzito, qui parle d'un endettement qui cumule les 16 milliards de dollars américains aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, la République démocratique du Congo, avec tout ce qui a été emmagasiné, tout ce qui est comme chiffre, le Congo se porte mieux qu'avec le budget que nous avions à l'époque de Kabila, de 5, 6, 7 milliards à l'époque? Est-ce que le Congo se porte mieux au regard de l'évolution des prévisions budgétaires? Bon, lorsque vous parlez de budget, moi je suis plus intéressé par la mobilisation interne. On nous parle de 9 milliards. Il faut saluer, c'est une avancée. En 2001, quand Kabila arrive au pouvoir, nous avions un budget de 266 millions seulement. C'est l'argent que les gens volent ici, lampadaires et machin. Et que si 24 ans après, nous pouvons aussi prétendre à la mobilisation interne de 9 milliards, il faut encourager. Le bémol, c'est que nous avançons beaucoup de chiffres. 20 milliards, c'est beaucoup. Bon, on aimerait quand même en vivre en termes de réalisation. On n'en vit pas? Bon, moi, je ne sais pas si les conditions des bancs des élèves à l'école s'est améliorées. Ça, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si on a élargi... Vous avez des enfants, je pense, qui sont à l'école. Oui, mes enfants sont à l'école privée. Vous savez, c'est l'article 45 vous de ne notre... voulez pas faire bénéficier à vos enfants la gratuité de l'enseignement? C'est le social, ça. L'article 45 de notre Constitution demande que l'enseignement doit être ouvert au public, au privé. Il faut encourager tout le monde à investir dans l'enseignement. Parce que l'article 43, la dernière ligne, d'ailleurs, dernier paragraphe de l'article 43 de notre Constitution consacre la gratuité. Mais moi, je préfère les conditions des privés, c'est rassurant. Parce que vous savez, nous on n'est pas riches, on ne sait pas donner, on ne sait pas laisser un grand héritage matériel à nos enfants. Alors, ce qui est mieux, c'est de
de les laisser compétitifs au niveau de l'imagination, au niveau des formations. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui vous intéresse. Mais je salue l'avancée à 9 milliards en termes de mobilisation interne. Pour moi, c'est ce que je considère comme le vrai budget. Le reste là, je peux considérer comme une animation politique dans le sens de plaire à l'opinion, dans le sens de la communication politique, quoi. 16 milliards, 16 milliards de dettes. Comment vous réagissez? Ça, c'est regrettable parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que cela a fait. Vous savez, Mobutu a contracté des dettes extérieures pour construire le barrage Inga. Mobutu a contracté la dette extérieure pour le barrage Inga et pour tant d'autres investissements consacrés à l'article 49 de notre constitution qui demande que l'eau et l'électricité soient desservies à toute la population. Mais 16 milliards sans savoir où est-ce que cet argent est parti. Je serai informé quand je serai peut-être aux affaires. Je m'interdis souvent de faire ce genre de commentaires parce que depuis un temps, j'avais déjà mis la ligne rouge que je ne peux pas critiquer les actions du chef de l'État. Pourquoi? Non, bon, vous savez, il y a des fonctionnaires de l'État qui ne sont pas tolérants. Nous, on est toujours sous menace des arrestations à tout moment. Les autres peuvent émettre des critiques. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens ne sont pas tolérants vis-à-vis de moi. D'ailleurs, permettez-moi, je voudrais apporter un soutien et remercier d'ailleurs M. Eli Wilonja qui vient de me permettre d'avoir une bonne réunion avec un compatriote, un entrepreneur congolais, Mo Gabaon, avec qui on vient d'avoir une très très bonne réunion tout à l'heure. Et ses collaborateurs m'ont fourni les éléments de réponse pour montrer qu'il y a une correspondance. J'ai vu la correspondance émanant de la présidence de la République. C'est signé par le directeur des cabinets du chef de l'État qui a estimé, la présidence a estimé qu'il y avait un désordre dans la fourniture de l'alimentation de militaires, qu'il y avait un désordre, des milliers de personnes qui fournissaient en désordre. Alors le commandant suprême a voulu mettre de l'ordre. Il a demandé à tout le monde de se rallier derrière des entrepreneurs, dont les Mo Gabaon, avec qui j'ai eu des échauffourées. Mais tout à l'heure, là, nous avons une réunion d'harmonisation. Ils m'ont fourni les éléments. Il n'y a pas eu diffamation, il n'y a pas eu outrage, mais c'était une réalité qui passait par la contradiction de la promesse du chef de l'État qui promettait de créer des millionnaires congolais. Et lorsque je t'ai dit ici à l'entrée que l'État congolais ne travaille pas pour le peuple, l'État favorise le climat des affaires, la sécurité, la libre circulation, OADA, pour permettre aux entrepreneurs congolais d'investir. Et moi, j'avais estimé qu'on ne pouvait pas écarter les 58, parce que finalement, on m'a dit qu'il y a 60 personnes. On ne peut pas écarter les 58 au profit d'un ou des individus. Mais bon, c'est la relève de la décision du commandant suprême. Nous, on ne peut que s'incliner. Moi, je me refuse vraiment de faire des commentaires sur si le chef de mission vous approche par les services du président, pour vous tendre la main, dire qu'on veut travailler avec vous. Je suis un expert. Vous allez refuser? Non, il n'y a pas seulement pour travailler avec lui. C'est ce que nous faisons ici. Tu sais que ces émissions sont très suivies. Mais pour intégrer, par exemple, une institution... Je suis candidat président de la République. Je m'apprête à occuper la plus grande fonction honorifique. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous serez d'abord élu Tolérez-moi seulement, même Kagame tolère. Même Kagame ne va jamais seul aux élections présidentielles. Okay. Bien que Ingabire a toujours des ennuis, mais les élections passées, il y a eu 2 garçons qui ont concouru. C'est-à-dire, même Kagame tolère que les autres Rwandais s'expriment. Lui aussi bat campagne. Le président Félix a battu campagne en 2018, il a battu campagne en 2023 et il a financé lui-même. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pardon?
Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je suis en train de te dire que moi, j'ai les ambitions d'occuper la fonction la plus noble. Je ne suis pas là, maintenant, là, pour faire des démarches, d'être engagé ou chargé de courrier, huissier, de n'importe quoi. Vous savez que généralement, j'ai remarqué que même ceux qui sont là-bas ne réfléchissent plus. Je ne sais pas, je suis un peu gêné. Je ne connais pas un mandataire qui a proposé des innovations. Non, d'ailleurs, les tout derniers mandataires ont bloqué l'aéroport contre le chef de l'État. Je ne connais pas aussi des ministres qui sont imaginatifs. Je ne sais pas si la dernière fois, toi, tu as entendu un arrêté ministériel. Non, je ne connais pas. J'écoute beaucoup les comptes rendus du gouvernement. Parce que c'est là que, constitutionnellement, nous sommes informés de ce que fait l'exécutif. C'est souvent de... Il n'y a pas vraiment de... On n'annonce pas beaucoup de grandes innovations. Je ne sais pas la dernière fois où toi tu as suivi les décrets du Premier ministre. Oui, le président de la République produit beaucoup d'ordonnances. Il est le seul dans l'exécutif qui produit plus. Mais c'est la majorité de nominations. C'est-à-dire, moi, je ne cours pas derrière ça. Je réfléchis comment je crois que je peux sauver, quelles sont les actions à faire, les actes à poser 24 heures après la prestation des serments, les actes à faire à 10 jours, à 30 jours, à 100 jours, à 5 ans, à 10 ans, jusqu'à la 3e alternance. C'est ce qui m'intéresse le plus. Tout à fait, c'est ce qui vous intéresse le plus. Mais M. Barnabé Mlingagnon, nous sommes en train de parler également de la solution à la paix dans notre pays. L'Est est à feu et à sang. On est à Doha, on est à Washington. Selon vous, pourquoi ça? On a l'impression que ça n'avance pas. Bon, je crois que seul le chef de l'État. Pardon? Seul. Le chef de l'État a la bonne explication. Le reste, là, je crois que ce sont des spéculations. Mais il y a des textes, nous pouvons lire que tel a respecté, tel n'a pas respecté des engagements au regard du texte. Pourquoi seulement le chef de l'État? Pour avoir participé à des négociations dans ces pays, il y a ce qu'on appelle les dits et les non-dits. Il y a ce qu'on appelle les solutions de réchange. Mais je constate aussi que les perturbateurs jouent un grand rôle. À ces moments... De part et d'autre. Oui, oui. Il peut y avoir 2 ou 3 explications. Moi, par exemple, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on m'a dit que la liste de militaires emprisonnés du M23, quand le chef de l'État a vu la liste, il était surpris de constater les noms des prisonniers qui y figuraient. Moi, je n'étais pas là, je ne sais pas. Tout pardon, ce que je constate, c'est que l'une des grandes préalables qui bloque, c'est l'échange de prisonniers. Maintenant, pourquoi le gouvernement de Kinshasa n'échange pas? Ça, eux-mêmes le savent. Vous savez, ce qu'on négocie, on ne dit pas tout aux médias. Ce n'est pas comme le compte rendu du gouvernement. Même le compte rendu du gouvernement ne nous retrace pas réellement la bonne ambiance qui s'est déroulée au Conseil des ministres. Moi, je déplore cela. Il fallait accélérer pour permettre au chef de l'État de réaliser le... Voyez-vous les élections se tenir en 2028? Mais c'est une obligation constitutionnelle. Non. Voyez-vous se tenir au regard des réalités sur le terrain? Les élections coûtent combien? Les élections sont généralement entre 1,3 milliard quand on n'avait pas de machine et quand la CENI n'avait pas de bureau. Maintenant que la CENI est totalement installée, les sièges là appartiennent à la CENI. La CENI a les machines. Par rapport aux élections de 2028, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est imprimer seulement les bulletins et enrôler. Donc je crois que ça sera l'élection la moins chère, autour de 200 millions probablement. On ne peut plus faire des élections à 1 milliard. Et lorsque vous avez un budget de 20 milliards, et dans cette allure, on risquera d'être à 30 milliards ou 25 milliards, et où en 2028, en 15 milliards de mobilisation interne, financer les élections ne sera pas... Il y a des leaders qui s'estiment être contraints à l'exil. L'Est du pays, une partie est occupée par le Rwanda. Est-ce que nous pouvons aller aux élections dans ce contexte-ci, tel qu'il est là?
Ou il faudra peut-être qu'il y ait avancé des choses, que les Rwandais quittent, ou que les autres reviennent. Votre avis? Bon, l'histoire récente de ces pays, les 4 dernières élections, Oui. ont démontré que nous sommes partis aux élections sans la grande couverture nationale. En 2006, il y avait une partie des Walikale et consorts qui eux aussi n'étaient pas totalement couvertes. Les EDF contrôlent toujours, les Maïmaï contrôlent, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est au chef de l'État, ça relève de ses attributions, de dire ce qu'il va faire. Mais constitutionnellement, il y a un délai constitutionnel qu'il doit respecter. Faire la guerre relève des attributions du chef de l'État. Organiser les élections relève encore des attributions du chef de l'État. Parce qu'il est démocrate. Avec une partie. Il est démocrate. Une partie du Nord Kivu, une partie du Sud Kivu occupée. Bon, dès lors qu'il a dit que le dialogue dépendra de sa volonté, il sait quand est-ce qu'il va convoquer les dialogues. Peut-être il peut retarder aussi pour ne pas permettre à Nanga d'avoir la possibilité de battre campagne. On ne sait pas. Donc lui, il a plusieurs raisons. Moi, je ne le maîtrise pas. Il y a une jurisprudence. 2016, Kabila a eu 2 ans de plus. La Cour constitutionnelle lui avait permis de dire, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'élection, vous restez au pouvoir. C'est une interprétation d'un article, je crois, 70 de la Constitution. Oui, ce n'était pas la volonté de Kabila. C'est la volonté des acteurs politiques congolais réunis. Pas de la Cour constitutionnelle. Non. La Cour est venue encadrer cela. La Cour vérifie la constitutionnalité de la décision. Ah oui. Les hommes politiques se sont rencontrés à de l'OIA. Je l'avais estimé que l'IDPS n'était pas là. Il n'y avait pas un consensus général. Les hommes politiques sont allés chez les prêtres à la Senko. Et là, ils ont pondu un texte en disant oui, parce que Kabila avait dit je n'ai pas l'argent pour organiser les élections. Il a dit bah oui, tu mobilises mal. Nous prenons la primature et nous allons mobiliser les recettes pour aller aux élections. Bon, voilà. Il a mis Banga et puis il a mis Chibala et nous sommes allés aux élections 48 mois après. Si toutes choses étant pareilles et égales, que le président a aussi convoqué, en disant que bon, voici la difficulté que j'ai, la classe politique va décider. À lui maintenant de savoir quand est-ce qu'il faut, quel est le bon timing. Est-ce qu'il doit le faire maintenant ou il doit le faire lui aussi à la fin de son mandat? Libre à lui de choisir. Qu'est-ce qui fait défaut au Congo? Ce sont les textes ou ce sont les hommes? Les hommes, comme a dit le professeur Bongeli, nos grands-parents ont consulté les Nganga Kisi, nos parents ont consulté les Nganga Nzambe. Notre génération doit faire un effort de consulter les Nganga Mayele. Nous avons un sérieux problème de confiance entre le peuple et les leaders. Nous avons un problème de vision entre les leaders. Nous avons un problème de motivation des leaders. Ces 3 éléments, cette équation de leadership pose problème dans les chefs de nos animateurs. Monsieur Barnabé Milingagno, juste une petite question de curiosité pour finir. Qui s'est le plus démarqué parmi les chefs d'État qu'on a connus depuis l'indépendance? Chacun a fait... Mobutu, Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila ou encore Félix Tshisekedi. Chacun a sa particularité, mais tous souffrent d'un seul élément. Le pays est trop vaste et il est marécageux. Les États-Unis, et il est pauvre. La Russie, n'en parlons pas. La Chine. Oui, ce sont des vieilles démocraties qui ont eu des dictateurs qui ont stabilisé les institutions. Nous sommes pauvres. Tu vois, par exemple, et puis nous sommes tellement éparpillés. Si tu survoles la République démocratique du Congo, les villages sont tellement lointains. Et lorsque tu dois faire une route asphaltée dans un terrain marécageux, ça pose problème. Ça pose problème. Même transporter les matériaux, y compris le matériel pour faire les PDL 145 territoires, chez nous on utilise l'avion. C'est très difficile d'utiliser l'avion. Si on pouvait avoir les trains, Après Kinshasa, la cité ou la ville la plus proche c'est Kasangulu. C'est 15 km. 15 km de route, c'est combien de millions à investir? Et pour aller rencontrer peut-être 3 000, 4 000 habitants, je ne sais pas si Kasangulu dépasse 10 000. Donc c'est ça la difficulté. Et ça c'est Mobutu qui le dit dans son livre Dignité pour l'Afrique. Il dit nous sommes un pays vaste, pauvre, avec des reliefs, la géographie très difficile. On ne sait pas mobiliser les fonds. Il ne faut pas oublier que Mobutu, lui, il voulait seulement avec un budget de 400 millions. Mobutu n'a pas connu un budget de milliards. C'était très compliqué de mobiliser des recettes.
Aujourd'hui, on peut parler des milliards, gloire à Dieu, mais à nous maintenant de nous focaliser, mettre ça au nom de l'intérêt général. Monsieur Barnabé Mulingagno, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On n'a pas vraiment fini, hein. La matière est très abondante. J'aurais aimé qu'on puisse un peu plus creuser sur un aspect particulier, mais la régie est en train de mettre la pression. Nous devons nous arrêter. Peut-être qu'ils vont me permettre de poser une dernière question pour clore. Que pensez-vous aujourd'hui de la gestion du pays par le président Tshisekedi? Épargnez-moi de parler du président. Épargnez-moi de parler du président. Je suis toujours mal compris. C'est une ligne rouge pour moi. Je n'aime pas parler du président. Vous avez peur de... Vous éviter la prison? Bon, je ne te souhaite pas ça. Je ne te souhaite pas la prison. C'est la chose la plus difficile. Souhaiter arrêter quelqu'un. Ben, j'ai toujours dit, moi et le président, non, je n'entre pas dans ces histoires. Je ne parle pas président. Merci beaucoup, Monsieur Barnabé Mulingagno. En tout cas, prochainement, on va creuser sur un aspect particulier. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres également. Merci de vous être déplacé. Belle chemise surtout, hein. Portez-vous bien et au revoir.